Je m'appelle Audriana, j'ai 35 ans, et je n'aurais jamais pensé que ma propre famille me volerait mon rêve. Pendant 5 ans, j'ai travaillé 70 heures par semaine comme conseillère financière, sacrifiant tout pour ma maison secrète au bord du lac. Ayant grandi en tant que la responsable dans une grande famille très unie, je leur faisais entièrement confiance. Puis, un dimanche matin, une notification sur mon téléphone a tout changé. Il y avait mon frère, debout dans ma maison, levant ma coupe de champagne, entouré de ma famille qui l'acclamait. Si votre famille vous a déjà volé quelque chose de précieux, vous connaissez ce poids dans l'estomac. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu une trahison familiale et abonnez-vous pour me rejoindre dans cette aventure. Je promets que la fin vous donnera de l'espoir. La famille a toujours été compliquée pour moi. Ayant grandi comme l'une des 6 enfants dans une modeste maison de banlieue du Massachusetts, j'ai naturellement endossé le rôle de la responsable. Mes parents, Thomas et Julia Washington, travaillaient tous les deux de longues heures pour maintenir notre foyer à flot. En tant que deuxième plus âgé, je suis devenue la gardienne par défaut, aidant aux devoirs, préparant les déjeuners et réglant les chamailleries entre mes jeunes frères et sœurs. Mon jeune frère, Nathan, a toujours été l'enfant chéri. 8 ans plus jeune que moi, il a été le bébé de la famille pendant longtemps jusqu'à ce que notre sœur surprise arrive. Tout ce qu'il faisait était accueilli par des éloges excessifs de nos parents. Quand il obtenait des baies, il y avait des célébrations. Quand je ramenais des appartous, c'était attendu. Ce schéma a continué tout au long de notre enfance. Adriana a toujours tout sous contrôle, disait ma mère chaque fois que des parents nous rendaient visite. On ne s'inquiète jamais pour elle. C'était à la fois un compliment et une forme de rejet. J'étais fiable, par conséquent, j'avais besoin de moins d'attention, de moins de soutien, de moins de célébration. À l'âge de 21 ans, j'étais complètement indépendante financièrement. En cumulant plusieurs emplois pendant mes études universitaires, j'ai financé moi-même mon diplôme en finance tandis que mes frères et sœurs recevaient le soutien de nos parents. Nathan en a particulièrement bénéficié, mes parents couvrant l'intégralité de son expérience universitaire, y compris un appartement hors campus. Pendant ce temps, je partageais une chambre de dortoir exiguë et travaillais de nuit dans un restaurant local. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste dans un cabinet de conseil financier à Boston. Les horaires étaient brutaux, mais la rémunération était excellente. Je me suis rapidement bâti une réputation de personne minutieuse, fiable et prête à prendre les clients que personne d'autre ne voulait. Les promotions ont suivi, et à 30 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres. Malgré mon succès financier, mes économies restaient modestes. Chaque urgence familiale semblait atterrir sur mon paillasson. Quand ma sœur a eu besoin d'argent pour sa caution, je l'ai fourni. Quand mes parents ont fait face à la saisie de leur maison, j'ai couvert les paiements pendant 6 mois. Quand Nathan a accidenté sa nouvelle voiture, j'ai aidé avec la franchise. Je ne me suis jamais plainte. La famille est de la famille, après tout. C'est lors d'une rare escapade d'un week-end dans le New Hampshire que j'ai découvert le lac Winnipesaukee. Les eaux tranquilles, entourées d'arbres luxuriants et de communautés pittoresques, ont touché quelque chose de profond en moi. Pour la première fois depuis des années, je ressentais la paix. Debout sur un petit quai en bois, regardant le coucher de soleil transformer l'eau en or, j'ai pris une décision. Un jour, j'aurai une maison ici. Ce rêve est devenu mon obsession secrète. J'ai créé un plan d'épargne sur 5 ans, supprimant toutes les dépenses inutiles. Plus de café à emporter, pas de nouveaux vêtements sauf si absolument nécessaire, pas de vacances. J'ai pris des projets de conseil supplémentaires, travaillant parfois de 70 à 80 heures par semaine. Ma vie sociale s'est réduite à presque rien, les rendez-vous galants étant hors de question. Chaque dollar disponible allait dans mon fonds pour la maison du lac. Je n'ai parlé de mon plan à personne. Ma famille voyait déjà mon succès professionnel comme une invitation ouverte à une aide financière. S'ils savaient que j'économisais pour quelque chose de substantiel, les demandes se multiplieraient. De plus, ce rêve était le mien seul, quelque chose que je voulais accomplir sans commentaire ni jugement. Après 4 ans d'économies acharnées, de recherche de marché et de chasse immobilière, je l'ai trouvé, un petit mais solide cottage de 2 chambres avec 15 mètres de façade sur le lac, un quai privé et un porche enveloppant. L'agent immobilier m'a averti de la cuisine et de la salle de bain démodée, mais je n'y ai vu que du potentiel. C'était ça, mon sanctuaire. Le processus de clôture a été éprouvant. L'immobilier autour du lac était compétitif, mais mes années de discipline financière m'avaient bien préparé. J'avais l'apport personnel prêt,
mon score de crédit était impeccable et j'avais établi une relation avec une banque locale. Quand j'ai signé les derniers papiers et reçu les clés, je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré de pure joie. À 34 ans, j'avais accompli ce qui semblait impossible. Les 6 premiers mois de possession ont été consacrés aux rénovations essentielles. J'ai engagé des entrepreneurs pour les gros travaux mais je me suis occupé moi-même de la peinture et des mises à jour cosmétiques, faisant l'aller-retour depuis Boston chaque week-end. Ma famille a remarqué mon absence mais a accepté mes explications vagues sur des projets de travail sans trop de questions. Ils étaient habitués à ce que je sois occupé, Adriana la fiable avec un temps limité pour les réunions de famille. J'ai emménagé progressivement mes biens les plus précieux. Les photos de famille sont allées sur le manteau de la cheminée, mais seulement celles qui m'apportaient de la joie. La courte pointe de ma grand-mère a été drapée sur le dossier d'un nouveau canapé. Une collection de livres anciens a rempli les étagères intégrées. Lentement, la maison s'est transformée d'une propriété en mon foyer. Mon plan était de terminer les rénovations majeures avant de révéler mon achat à ma famille, peut-être avec une réunion estivale une fois le quai réparé et le jardin planté. J'imaginais leur surprise et, je l'espérais, leur bonheur pour moi. Après tout, j'avais soutenu leurs rêves pendant des années. Ils célébreraient sûrement le mien. Comme j'étais naïve. Les dimanches matins étaient sacrés pour moi. Pas de réveil, pas de courriel, juste une solitude paisible avec un café et un livre. Ce dimanche particulier a commencé comme tous les autres. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de mon appartement de Boston alors que je me pelotonnais sur le canapé, faisant défiler distraitement les réseaux sociaux avant de commencer ma journée. La notification est apparue innocemment, Nathan Washington a publié pour la première fois depuis un moment. Curieuse, j'ai cliqué dessus sans réfléchir. L'image s'est chargée, et mon monde entier a basculé. Là se tenait mon frère, une flûte de champagne levée haut, debout dans mon salon. Mon salon fraîchement rénové avec les murs vert sauge que j'avais peints avec soin pendant 3 week-ends. Derrière lui, rassemblés en un demi-cercle de visages souriants, se trouvait toute ma famille, parents, frères et sœurs, tantes, oncles, cousins, tous tenant des verres et rayonnant de fierté. À notre nouvelle maison parfaite, lisait la légende. Tellement béni d'avoir enfin notre propriété de rêve au bord du lac. Merci à tous d'être venus à notre pendaison de crémaillère. Mon sang s'est glacé. Mon estomac s'est noué. J'ai zoomé sur l'image, cherchant désespérément une explication, une indication que c'était un malentendu. Mais il n'y avait aucune erreur. La bouilloire en cuivre que j'avais héritée de ma grand-mère était sur la cuisinière en arrière-plan. Le tapis tissé à la main pour lequel j'avais fait une folie pendant la rénovation gisait sous leurs pieds. Les rideaux sur mesure que j'avais commandés encadraient les fenêtres qui donnaient sur mon lac. Les doigts tremblants, j'ai fait défiler l'album photo. Nathan et sa femme, Amanda, posant sur mon quai. Mes parents assis sur ma balançoire de Porsche. Mes cousins explorant mon jardin. Sur une image particulièrement nauséabonde, Nathan brandissait un trousseau de clés avec le porte-clés distinctif en forme de lac bleu que l'agent immobilier m'avait donné à la clôture. Le double des clés. Mon esprit s'est emballé, revenant à la semaine précédente où Nathan m'avait demandé d'emprunter ma voiture. Gros entretien d'embauche, avait-il expliqué. Je dois faire bonne impression. J'avais accepté sans hésiter, lui remettant tout mon trousseau de clés. Le double de la maison du lac était dessus, clairement étiqueté avec l'adresse. Non, ai-je murmuré à la pièce vide. Non, non, non. J'ai appelé Nathan immédiatement. Directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé mes parents. Pas de réponse. Ma sœur. Rien. Un par un, j'ai appelé tous les membres de la famille que je pouvais voir sur ces photos. Aucun n'a décroché. Sans réfléchir, j'ai attrapé mon sac à main et me suis précipité vers ma voiture. Les 2 heures de route jusqu'au New Hampshire sont passées dans un flou d'incrédulité et de rage grandissante. Comment pouvait-il? Quelle explication possible pouvait-il y avoir pour cette invasion, cette violation? Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, et ma vision s'est brouillée de larmes non versées. En approchant de la route sinueuse familière menant à ma propriété, je les ai vues. Des voitures garées partout, certaines sur l'herbe que je venais de ressemer. De la musique flottait à travers les arbres, ponctuée de rires et de conversations. Une célébration en plein essor. Je me suis garé juste avant l'allée, soudainement incapable d'avancer. À travers les grandes fenêtres de devant, je pouvais tous les voir. Nathan,
le centre de l'attention, faisant de grands gestes comme s'il faisait une visite guidée. Mon père, Thomas, lui tapant dans le dos avec une fierté évidente. Ma mère, Julia, arrangeant de la nourriture sur ma table de salle à manger. Des cousins et des tantes examinant mes étagères et les décorations de ma cheminée. Le profond sentiment de violation était physique, un poids écrasant sur ma poitrine. Ces gens qui prétendaient m'aimer avaient envahi le seul endroit qui était uniquement le mien, le résultat d'années de sacrifice et de détermination. Et ils célébraient leur vol comme si c'était un accomplissement. Je suis resté assise dans ma voiture, regardant cette scène surréaliste se dérouler, déchirée entre l'envie d'entrer en trombe pour les affronter et celle de partir pour protéger ce qui restait de mon cœur brisé. Une famille que j'avais toujours soutenue piétinait maintenant mon rêve sans une seconde pensée. Finalement, rassemblant chaque once de courage, je suis sorti de ma voiture. Le gravier crissait sous mes pieds alors que je m'approchais de ma propre porte d'entrée, me sentant comme une intruse dans ma propre maison. J'ai fait une pause à la porte, ma main planant au-dessus de la poignée. C'était ma maison, mon sanctuaire. Pourtant, je me sentais comme une étrangère sur le point de gâcher une fête. Prenant une profonde inspiration, j'ai utilisé ma clé et je suis entré. Le bavardage animé s'est arrêté brusquement. Des dizaines d'yeux se sont tournés vers moi, les expressions passant de la surprise à l'inconfort. Dans le silence soudain, je pouvais entendre les glaçons teintés dans les verres et le faible bourdonnement du réfrigérateur que j'avais installé il y a tout juste 2 mois. Nathan se tenait au centre du salon, son verre de champagne toujours à la main. Son regard initial de choc s'est rapidement transformé en autre chose, une confusion étudiée avec une nuance de suffisance qui m'a retourné l'estomac. « Adriana !» s'est exclamée ma mère, sa voix artificiellement enjouée. « Quelle surprise ! Nous ne t'attendions pas aujourd'hui. » Clairement, ai-je répondu, ma voix stable malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. J'ai tendance à ne pas attendre d'invitation pour ma propre maison. Un rire nerveux a parcouru la foule. Mon père s'est raclé la gorge et s'est approché, se plaçant légèrement devant Nathan dans une posture protectrice qui en disait long. « Chérie, il semble y avoir une certaine confusion », a-t-il dit sur le ton condescendant qu'il réservait aux désaccords familiaux. Nathan nous montrait juste son nouvel endroit. Une sacrée trouvaille, juste au bord du lac. Son nouvel endroit. J'ai répété les mots, au goût amer. C'est intéressant, considérant que j'ai acheté cette maison il y a 6 mois. Nathan s'est avancé, son expression arrangée en une sincérité concernée qui n'a jamais atteint ses yeux. Sœurette, je crois que tu es peut-être confuse. Tu te souviens comment on a parlé de propriété au bord du lac à Noël dernier? Comment on aimait tous les deux cette région? Eh bien, j'ai trouvé cet endroit parfait et j'ai signé la semaine dernière. Incroyable coïncidence que tu cherchais dans la même région, non? L'audace de son mensonge m'a stupéfié. Nous n'avions jamais discuté de propriété au bord d'un lac. J'avais été délibérément secrète au sujet de ma recherche et de mon achat. Une coïncidence incroyable en effet, ai-je dit, que tu aies trouvé et acheté la maison exacte où se trouvent déjà toutes mes affaires personnelles. La maison pour laquelle j'ai des clés. La maison que je rénove depuis des mois. Ma mère est intervenue, se déplaçant entre nous les mains levées dans un geste apaisant. Allons, allons, ne faisons pas de scène devant tout le monde. Peut-être qu'il y a un malentendu que nous pouvons régler en privé. Peut-être que vous avez toutes les deux investi dans cet endroit. Un arrangement de partage pourrait fonctionner. Un arrangement de partage, ai-je répété, incrédule. Maman, c'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon argent. De l'argent que j'ai gagné en travaillant 70 heures par semaine tout en aidant tout le monde dans cette famille avec leurs urgences financières. Mon père a ricané, le son dédaigneux et cinglant. Adriana, tu as toujours eu plus qu'assez d'argent. Tu es conseillère financière, pour l'amour de Dieu. Nathan commence tout juste sa famille. Il a besoin d'un foyer stable. Si tu as aussi contribué à cet endroit, je suis sûr que vous deux pouvez vous arranger. J'ai regardé mes frères et sœurs, cherchant le moindre signe de soutien. Ils ont évité mon regard, certains semblant embarrassés, d'autres défiants. Ma plus jeune sœur, Sarah, a carrément levé les yeux au ciel comme si je faisais des histoires pour rien. Nathan, ai-je dit, luttant pour garder mon sang-froid, tu as volé ma clé de maison la semaine dernière quand tu as emprunté ma voiture. Tu es entré par effraction chez moi, et maintenant tu prétends que c'est à toi. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. L'atmosphère dans la pièce a changé.
La façade de Nathan s'est légèrement fissurée, mais mon père s'est placé complètement devant lui. Maintenant, ça suffit, Adriana, a-t-il lancé sèchement. Toujours si dramatique. Toujours à tout ramener à toi. Nathan a trouvé une super propriété pour sa famille. Si tu avais aussi des vues dessus, eh bien, tu aurais dû agir plus vite. Tu peux trouver une autre maison. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Je me suis dirigé vers mon bureau, consciente que la foule s'écartait silencieusement devant moi. J'ai déverrouillé le tiroir du bureau et je suis revenu avec un dossier contenant l'acte de propriété, les documents hypothécaires et les papiers d'assurance, tous indiquant clairement mon nom. Je les ai posés sur la table basse. Ce sont les papiers de propriété, ai-je dit doucement. Cette maison m'appartient. J'ai signé l'achat il y a 6 mois. Je la rénove depuis lors. Tout le monde ici est en train de violer ma propriété. Le silence qui a suivi était assourdissant. La femme de Nathan, Amanda, lui a chuchoté quelque chose. Le visage de ma mère a pâli en jetant un coup d'œil aux documents. Mais au lieu d'excuses, au lieu de honte, quelque chose d'autre s'est produit. Ils ont changé de stratégie. Eh bien, a dit mon père après avoir parcouru les papiers, si tu es à cet endroit depuis des mois et que tu ne nous l'as jamais dit, ça en dit long sur tes priorités, n'est-ce pas? La famille est censée partager ses bénédictions. Nathan a hoché la tête, son expression se durcissant. Nous sommes une famille, Adriana. La famille se soutient mutuellement. Tu as caché ton succès, gardant ce bel endroit pour toi toute seule tout en sachant qu'Amanda et moi avions du mal à trouver une maison pour nos futurs enfants. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Alors, parce que j'ai travaillé dur pour quelque chose et que je ne l'ai pas annoncé à tout le monde, cela justifie de le voler? Personne n'a rien volé, a interjeté ma mère. Nathan a juste supposé que tu voudrais l'aider. C'est ce que fait la famille. Tu as toujours été celle qui réussit, la stable, celle qui aide les autres. Celle qui donne, et donne, et donne, ai-je dit amèrement. Et qui ne mérite jamais rien pour elle-même. C'est ça? La pièce est devenue inconfortablement silencieuse. Puis mon père a lâché la bombe qui allait changer à jamais ma relation avec ma famille. Adriana, a-t-il dit avec une rationalité calculée, tu es célibataire. Tu as un super appartement en ville. Tu n'as pas besoin d'une maison familiale comme celle-ci. Nathan et Amanda commencent leur vie ensemble. Ils rempliront cet endroit d'enfant, de vie. La chose juste à faire serait de la leur offrir en cadeau. L'offrir en cadeau. Offrir mon rêve. Offrir 5 ans de sacrifice et des milliers d'heures de travail. Offrir la seule chose que j'avais jamais faite uniquement pour moi-même. Je veux que tout le monde parte, ai-je dit, ma voix étonnamment calme malgré la tempête en moi. C'est ma maison. Vous êtes tous en violation de propriété. Partez maintenant. Tu es ridicule, a lancé Nathan. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Un rire sec m'a échappé. Fait pour moi? J'ai payé mes études moi-même. Je vous ai tous sortis du pétrin plusieurs fois. J'ai été le distributeur automatique de la famille pendant 15 ans. Et maintenant tu nous le jettes à la figure, a dit tristement ma mère. Je t'ai mieux élevé que ça, Adriana. Apparemment non, ai-je répondu. Parce que tu l'as élevé pour être un voleur et vous tous pour être des complices. La fête a alors sombré dans le chaos. Certains parents se sont éclipsés maladroitement. D'autres ont ouvertement pris parti, m'accusant d'égoïsme. Nathan a refusé de partir, prétendant que je faisais une sorte de crise de nerfs. Quand j'ai insisté, mon père a suggéré que je parte à la place pour me calmer et penser aux priorités familiales. Quand j'ai refusé de quitter ma propre propriété, Nathan a appelé la sécurité de l'association communautaire du lac, affirmant qu'il y avait une femme instable dans sa maison. J'ai regardé avec incrédulité ma propre famille me dépeindre comme une intruse dans ma propre maison. Alors que la sécurité arrivait, j'ai réalisé avec une clarté dévastatrice que cette bataille ne serait pas gagnée aujourd'hui. Pas comme ça. J'ai rassemblé mon sac à main, jeté un dernier regard à mon rêve, maintenant occupé par des voleurs, et je suis sorti. Nous parlerons quand tu te seras calmé, m'a crié ma mère. Pense à ce que la famille signifie vraiment, Adriana. Je pensais exactement à cela en partant, les larmes coulant enfin sur mon visage. J'ai passé cette nuit dans une chambre d'hôtel, alternant entre les sanglots et le regard vide fixé au plafond. La trahison était si profonde, si complète, que mon esprit avait du mal à la traiter.
C'étaient les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Au lieu de cela, ils avaient conspiré pour prendre la seule chose que j'avais créée uniquement pour moi-même. Au matin, le choc s'était transformé en résolution. J'ai contacté Jessica Winters, une avocate spécialisée en droit immobilier, et j'ai programmé une consultation d'urgence. La sympathie dans ses yeux alors que j'expliquais la situation a été la première gentillesse que j'avais rencontrée depuis le début de ce cauchemar. Malheureusement, ce type de litige immobilier familial est plus courant que vous ne le pensez, a dit Jessica en examinant mes documents. La bonne nouvelle, c'est que vos papiers sont impeccables. Il n'y a aucune question de propriété. Ils le savent, ai-je répondu. Ils ont juste décidé que mon frère méritait ma maison plus que moi. Jessica a hoché la tête d'un air sombre. Commençons par une lettre de mise en demeure formelle exigeant qu'il quitte la propriété dans les 48 heures. La lettre a été livrée cet après-midi-là. La réponse n'est pas venue de Nathan, mais de mon père sous la forme d'un message texte cinglant. Tes menaces légales montrent à quel point la famille compte peu pour toi. Nathan et Amanda ont déjà commencé à faire de cette maison un foyer. Si tu te souciais de quelqu'un d'autre que de toi-même, tu reconnaîtrais qu'ils en ont plus besoin que toi. Ta mère a le cœur brisé par ton égoïsme. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait l'erreur de consulter les réseaux sociaux ce soir-là. Nathan avait de nouveau publié, cette fois avec un récit soigneusement élaboré, triste de voir quand le succès change les gens. Ma sœur est devenue si matérialiste qu'elle menace d'intenter une action en justice contre sa propre famille. S'il vous plaît, gardez-nous dans vos pensées alors que nous traversons cette situation difficile. Les commentaires étaient pires. Des parents et des amis de la famille exprimant leur choc face à ma personnalité changée et à mon avidité soudaine. Mon cousin Tyler, que j'avais aidé à 2 reprises en cure de désintoxication, a écrit « J'ai toujours pensé qu'Adriana était la personne normale de la famille. J'imagine que l'argent corrompt vraiment. » Puis les appels ont commencé. Des tantes éloignées, des amis d'enfance, même mon ancienne camarade de chambre d'université, tous m'appelant pour reprendre de mes nouvelles et me raisonner. Chaque conversation suivait le même schéma, sympathie initiale, suivi de suggestions que je devrais peut-être faire un compromis pour le bien de la paix familiale. Quand je demandais si un compromis signifiait abandonner entièrement ma maison, les conversations devenaient gênantes. Jessica m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Les conflits familiaux deviennent vite laids, a-t-elle dit. Ils mobilisent la pression sociale parce qu'ils savent que légalement, ils n'ont aucun argument. Après que la lettre de mise en demeure a été ignorée, nous sommes passés au dépôt d'une demande d'expulsion d'urgence. Le même jour, je suis passé devant ma maison du lac pour constater que les serrures avaient été changées. À travers les fenêtres, je pouvais voir Nathan et Amanda emménager des meubles, remplaçant mes pièces soigneusement choisies qui avaient été poussées dans un coin. Le processus juridique avançait avec une lenteur frustrante. Nathan a déposé une contre-poursuite affirmant que je lui avais verbalement promis la maison comme cadeau de mariage 2 ans plus tôt. C'était une fabrication complète, mais cela a réussi à retarder la procédure. Plus troublantes encore étaient les déclarations sous serment de mes parents soutenant sa fausse affirmation, décrivant un dîner de famille où cette prétendue promesse aurait été faite. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, Jessica a découvert quelque chose qui expliquait l'urgence derrière les actions de Nathan. Il était au bord de la faillite. De mauvaises décisions financières et plusieurs prêts non remboursés l'avaient laissé dans une situation désespérée. Le moment de sa découverte de ma maison du lac coïncidait exactement avec son plus récent avis de créancier. Il essaie de cacher des actifs, a expliqué Jessica. S'il peut convaincre le tribunal que cette propriété lui a été offerte avant ses problèmes financiers, elle pourrait être protégée des créanciers. Ainsi, non seulement mon frère volait ma maison, mais il m'impliquait potentiellement dans une fraude. Le juge a accordé une ordonnance de non-communication temporaire, empêchant Nathan d'apporter des modifications à la propriété pendant que l'affaire se poursuivait. C'était une petite victoire, mais cela ne faisait pas grand-chose pour remédier à la trahison plus large. Toute ma famille s'était retournée contre moi, unie dans la conviction que les besoins de Nathan primaient sur mon droit à ce qui était légalement le mien. Mes parents refusaient de me parler, sauf par l'intermédiaire de leur avocat. Les frères et sœurs qui m'avaient auparavant bombardé de demandes d'aide financière prétendaient maintenant que j'avais changé et que j'étais devenu froide et matérialiste. Même les parents dont j'avais été proche en grandissant choisissaient leur camp, et rarement le mien. L'isolement était presque insupportable. Je m'étais toujours défini comme le membre responsable de la famille, la sœur fiable, la fille serviable. Sans ces rôles, qui étais-je? Que restait-il?
Un après-midi, après une déposition particulièrement difficile où ma propre mère avait froidement témoigné que j'avais une instabilité mentale et des difficultés à distinguer la réalité de la fantaisie, je me suis effondré dans le bureau de Jessica. Peut-être que je devrais juste abandonner, ai-je sangloté. Est-ce qu'une maison vaut la peine de perdre toute ma famille? Jessica m'a tendu un mouchoir et a attendu que je me ressaisisse avant de répondre. Adriana, j'ai besoin que vous entendiez quelque chose d'important. Il ne s'agit plus seulement d'une maison. Il s'agit de personnes qui sont prêtes à mentir, à manipuler et à vous faire douter de votre santé mentale pour obtenir ce qu'elles veulent. Même si vous leur donniez la maison demain, votre relation avec eux ne serait plus jamais la même parce que vous avez vu qui ils sont vraiment. Ces mots m'ont frappé avec la force de la vérité. J'avais vu derrière le rideau. Quelle que soit l'issue de cette affaire, la famille que je pensais avoir avait disparu pour toujours. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ai-je demandé, me sentant étrangement calme à la suite de cette prise de conscience. Vous vous battez, a simplement dit Jessica. Pas seulement pour la maison, mais pour vous-même. Cet après-midi a marqué un tournant. Ce n'était pas seulement une bataille juridique pour des droits de propriété. C'était une prise de position pour ma valeur, mes limites et mon droit de créer quelque chose pour moi-même après des années à faire passer tout le monde en premier. En quittant le bureau de Jessica, j'ai redressé les épaules et je me suis fait une promesse. Ça se termine maintenant. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, intime d'une manière qui rendait la division douloureusement apparente. D'un côté était assise toute ma famille, parents, frères et sœurs, même des tantes et oncles qui avaient voyagé depuis d'autres États pour montrer leur soutien à la famille. De mon côté, juste Jessica et moi, avec une rangée vide bien visible derrière nous. Nathan avait parfaitement joué le rôle du jeune père de famille en difficulté. Fini les vêtements de marque et la montre chère qu'il portait habituellement. À la place, il portait un costume légèrement trop grand qui suggérait des circonstances simples. Amanda était assise à côté de lui dans une robe conservatrice, une main protectrice sur son ventre, bien qu'elle n'ait annoncé aucune grossesse. Mon père regardait droit devant lui, refusant de croiser mon regard. Ma mère alternait entre des regards larmoyants dans ma direction et des tapes réconfortantes sur le bras de Nathan. Le message était clair, j'étais la méchante dans cette histoire de famille. L'avocat de Nathan l'a présenté comme une victime de mon soudain changement d'avis. Selon leur récit, j'avais verbalement promis la maison du lac en cadeau, les avais encouragés à planifier leur avenir autour d'elle, puis j'avais cruellement retiré mon offre par dépit ou instabilité mentale. Nathan a pris la barre avec une sincérité étudiée, sa voix se brisant aux moments opportuns. Ma sœur nous a toujours dit qu'elle investissait pour l'avenir de toute la famille, a-t-il affirmé. Elle a spécifiquement mentionné vouloir créer un lieu de rassemblement pour nous tous. Quand elle m'a montré les plans de la maison du lac, elle a dit, ce sera parfait pour quand toi et Amanda fonderaient une famille. Chaque mensonge s'appuyait sur le précédent, créant une réalité alternative où j'étais une sœur généreuse qui était soudainement devenue capricieuse et avide. Dans cette fiction, mon travail de rénovation consistait en fait à les aider à préparer leur maison, et mes choix de meubles étaient des cadeaux pour les aider à démarrer. Quand mes parents ont témoigné, la trahison s'est encore approfondie. Ma mère m'a décrite comme ayant toujours été difficile à propos du partage depuis l'enfance, faisant référence à des incidents si déformés de la réalité que je les reconnaissais à peine. Mon père a parlé gravement de ses préoccupations pour ma santé mentale, suggérant que mon obsession à revendiquer la maison faisait partie d'un schéma plus large d'instabilité. Le moment le plus choquant est survenu lors du contre-interrogatoire de mon père. Jessica lui a demandé directement, « Monsieur Washington, avez-vous aidé votre fils à accéder à la propriété de Mademoiselle Washington à son insu ?» Sa réponse m'a glacé. Nous étions préoccupés par l'état d'esprit d'Adriana. Nathan vérifiait une propriété qui lui avait été promise. C'est tout. Puis Jessica a produit un document qui m'a glacé le sang. Pouvez-vous expliquer ce dépôt, daté d'une semaine après que votre fils soit entré pour la première fois dans la maison de Mademoiselle Washington sans sa permission? C'était une pétition pour une procuration sur mes affaires financières, déposée par Nathan avec mes parents comme partie de soutien. Ils n'avaient pas seulement tenté de voler ma maison. Ils avaient jeté les bases pour prendre le contrôle de tout ce que je possédais sous le prétexte que j'étais mentalement inapte. L'expression du juge a changé alors qu'il examinait le document. Le récit de la préoccupation familiale a commencé à s'effilocher, révélant le plan calculé en dessous. Jessica a méthodiquement présenté nos preuves, documents hypothécaires, reçus de rénovation, messages textes avec les entrepreneurs, tous à mon nom.
des images de caméras de sécurité de la communauté du lac montrant Nathan utilisant ma clé volée pour entrer dans la propriété pour la première fois, amenant mes parents le lendemain. Des relevés bancaires démontrant les années d'épargne systématique qui avaient abouti à mon achat. Les plus accablants étaient les messages textes entre Nathan et mon père, obtenus grâce à la communication des pièces des messages planifiant comment convaincre Adriana de céder la propriété du lac et discutant de la façon dont une fois que nous serons installés là-bas, elle ne pourra pas nous forcer à partir sans passer pour la méchante. Le juge, initialement apparemment sympathique au récit de la jeune famille, est devenu de plus en plus sévère à mesure que nos preuves s'accumulaient. Lorsqu'il a interrogé directement Nathan sur les procédures de faillite qu'il avait omis de divulguer, la façade confiante de mon frère s'est finalement fissurée. Je ne vois pas en quoi ma situation financière est pertinente pour le fait que ma sœur essaie de reprendre son cadeau, a-t-il dit sur la défensive. Le tribunal la trouve très pertinente, a répondu sèchement le juge. Après 3 jours exténuants de témoignages, le juge a statué de manière décisive en ma faveur. La preuve de ma propriété était irréfutable, et les actions des membres de ma famille constituaient un schéma troublant de tromperie et de fraude potentielle. Une ordonnance d'expulsion formelle a été émise, exigeant que ma famille quitte la propriété dans les 72 heures et rende toutes les clés. J'aurais dû me sentir victorieuse. Au lieu de cela, je me sentais vide. J'avais gagné le procès mais perdu toute ma famille. Alors que la salle d'audience se vidait, aucun d'entre eux ne s'est approché de moi. Ma mère est passée sans un regard, s'appuyant lourdement sur le bras de mon père comme si elle était physiquement blessée par le jugement. Sur le parking, j'ai découvert que ma voiture avait été vandalisée. Le mot égoïste avait été profondément gravé dans la peinture sur la portière du conducteur. Alors que je regardais fixement cet acte final de malveillance, ma famille est sortie du palais de justice en un groupe serré. Nathan m'a repéré et a donné un coup de coude à mon père, qui s'est détaché du groupe et s'est approché. Pendant un instant insensé, j'ai espéré une réconciliation, une reconnaissance de leur tort, peut-être même le début d'une réparation. Au lieu de cela, il s'est arrêté à plusieurs mètres et a lancé son ultimatum. Ce n'est pas fini, Adriana. Tu as fait ton choix. La maison ou ta famille. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est vous qui avez fait ce choix, pas moi, ai-je répondu, ma voix stable malgré la douleur qui me transperçait. Vous avez choisi de soutenir un voleur au lieu de la fille qui a toujours été là pour vous tous. Nathan fait partie de la famille. Nous soutenons la famille, a-t-il dit froidement. Tu n'es que quelqu'un qui se trouve partager notre sang. Sur ce, il s'est retourné et s'est éloigné, rejoignant le cercle des parents qui ont serré les rangs autour de lui et de Nathan, présentant un front uni contre moi, l'étrangère. Je les ai regardés partir, comprenant avec une clarté douloureuse que je n'avais pas perdu ma famille aujourd'hui. J'avais simplement enfin reconnu ce qui avait toujours été vrai. Je suis rentré seul à la maison, appelant le bureau du shérif pour organiser une escorte pour l'expulsion formelle, sachant au fond de moi que cette confrontation finale ne serait pas pacifique. Le shérif et 2 adjoints m'ont accompagné pour récupérer ma propriété 3 jours plus tard. Je me suis préparé à une autre confrontation, mais la maison était vide, l'allée vacante. La fausse victoire semblait aussi creuse que tout le reste. Nous devrons vérifier que les lieux sont complètement vides, a expliqué le shérif, et ensuite vous en rendre officiellement possession. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur m'a laissé pétrifié sur le seuil. Ma belle maison du lac, mon sanctuaire de rêve, avait été systématiquement détruite. Les murs portaient des trous de la taille d'un poing. Les comptoirs de cuisine sur mesure pour lesquels j'avais économisé pendant des mois étaient profondément entaillés. Quelqu'un avait versé ce qui sentait comme de l'eau de javel sur les planchers de bois franc, laissant de grandes taches décolorées partout. La bouilloire en cuivre de ma grand-mère, l'un des rares héritages familiaux que je chérissais, était introuvable. Madame, vous devriez peut-être documenter tout cela, a suggéré doucement un adjoint, témoin de mon choc. Pour l'assurance et d'éventuelles poursuites pénales. Je me suis déplacé à travers les pièces dans un état second, cataloguant la destruction avec un détachement mécanique. Les sanitaires de la salle de bain avaient été entièrement enlevés. Les étagères intégrées étaient éclatées au-delà de toute réparation. Même le jardin avait été salé, garantissant que rien n'y pousserait pendant des saisons. Mon esprit avait du mal à concilier cette destruction vengeresse avec la famille qui avait assisté à ma remise de diplôme, qui s'était réunie pour les repas de fête, qui m'avait appelé pour des conseils et du soutien d'innombrables fois au fil des ans. Comment pouvait-il profaner quelque chose de si important pour moi par pure méchanceté? La bataille avec l'assurance a commencé immédiatement. Ma police couvrait le vandalisme,
mais la compagnie a tiqué quand ils ont réalisé que les auteurs étaient des membres de la famille. Les conflits domestiques tombent dans une zone grise, a expliqué l'expert, mal à l'aise. Il y a une clause sur les dommages causés par toute personne ayant eu un accès autorisé à la propriété. Jessica a ajouté une poursuite civile pour dommages matériels à nos actions en justice mais m'a prévenu que ce serait un long processus. Le tribunal de la famille est déjà difficile, a-t-elle dit. Ajoutez un litige d'assurance, et nous parlons de mois, voire d'années. Pendant ce temps, l'isolement s'est approfondi. Ma famille m'avait non seulement bloqué sur toutes les plateformes de communication, mais s'était lancée dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne de dénigrement. Des parents éloignés et des amis de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont envoyé des messages allant de la déception à l'hostilité ouverte. Comment as-tu pu expulser ton propre frère et sa femme enceinte? L'affirmation de la grossesse était nouvelle pour moi. Après qu'il t'ait aidé à rénover ta maison de vacances pendant tous ces mois. Dégoûtant. Le récit avait été soigneusement élaboré, j'étais la sœur riche et égoïste qui avait invité son frère en difficulté à rénover une résidence secondaire que j'utilisais à peine, puis l'avait cruellement expulsé alors qu'il n'avait nulle part où aller. Aucune mention du vol, des mensonges, de la destruction. J'ai cessé de répondre à ces messages après un certain temps. À quoi bon? La mythologie familiale avait été établie, et j'y tenais fermement le rôle de la méchante. Le sommeil est devenu insaisissable. J'ai pris un congé sans solde, incapable de me concentrer sur les problèmes financiers de mes clients alors que ma propre vie implosait. J'ai emménagé dans la maison endommagée du lac malgré son état, dormant sur un matelas pneumatique dans la chambre la moins détruite. D'une certaine manière, rester dans un hôtel me semblait être une admission de défaite, comme si j'étais chassé de mon propre rêve. Assise au milieu des ruines de mon sanctuaire, je remettais tout en question. Avais-je vraiment été égoïste? Une maison valait-elle le prix que j'avais payé? Qui étais-je sans l'identité de gardienne de la famille, de fille responsable, de sœur solidaire? La dépression s'est abattue sur moi comme une lourde couverture. Je traversais l'émotion de l'existence sans but ni plaisir. Des entrepreneurs venaient pour fournir des devis pour les réparations, mais j'avais du mal à me soucier des détails. La joie avait été retirée du projet, ne laissant que la coquille vide de ce qui aurait dû être mon bonheur. Un soir particulièrement sombre, je me suis assise sur le quai endommagé, fixant le lac qui avait autrefois représenté la paix et l'accomplissement mais qui ne reflétait maintenant que mon isolement. La question qui me hantait était simple et terrible, à quoi bon tout cela? Belle soirée, n'est-ce pas, a appelé une voix, me tirant de mes pensées. Une femme se tenait au bord de la propriété voisine, à peut-être 15 mètres de distance, d'âge moyen avec des cheveux bouclés striés de gris et des gants de jardinage. Elle a fait un signe de la main hésitant. Je suis Samantha, votre voisine du Nord, a-t-elle dit en se rapprochant. J'avais l'intention de venir me présenter correctement. Adriana, ai-je répondu, ma voix rauque par manque d'usage. Depuis combien de temps n'avais-je pas parlé à quelqu'un d'autre que des entrepreneurs et des avocats? Samantha s'est installée à côté de moi sur le quai, sa présence étant d'une certaine manière discrète malgré mon désir de solitude. J'ai vu ce qui s'est passé, a-t-elle finalement dit. Le jour où votre famille était ici pour célébrer, et plus tard quand ils sont partis. Les cris étaient difficiles à manquer. La honte m'a consumé. Super. Un autre témoin de mon humiliation familiale. Ils ne sont pas partis discrètement, ai-je reconnu, en fixant l'eau. Non, en effet, a convenu Samantha. Particulièrement le jeune homme qui semblait être aux commandes. Il a fait toute une scène, promettant que s'il ne pouvait pas avoir cet endroit, vous n'en profiteriez pas non plus. J'ai levé les yeux, surprise. Vous avez entendu ça? Oui. Et j'ai vu le camion de location revenir 2 nuits plus tard. Beaucoup d'activités, peu de soucis pour le bruit. Elle a fait une pause. J'ai appelé la police, mais ils ont dit que sans preuve d'effraction, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Je suis désolé. La simple excuse, la première véritable expression d'empathie que j'avais rencontrée depuis des semaines, a fait craquer quelque chose en moi. À ma grande horreur, j'ai commencé à pleurer des sanglots laids et convulsifs que je ne pouvais pas contrôler. Samantha n'a rien dit, elle s'est juste assise à côté de moi jusqu'à ce que la tempête passe. Quand j'ai finalement retrouvé mon calme, elle a parlé comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Je suis thérapeute familial, à la retraite maintenant. 40 ans de pratique. Vous voulez savoir ce que j'ai appris sur les familles pendant tout ce temps? J'ai hoché la tête, incapable de parler.
Le sang ne signifie rien, a-t-elle dit simplement. Le comportement signifie tout. Les personnes les plus toxiques de votre vie seront celles qui croient que leur lien génétique leur donne le droit de vous traiter comme elles le veulent sans conséquence. Quelque chose dans sa manière de parler, factuelle, exempte des platitudes que j'avais entendues de collègues bien intentionnés ou des stratégies juridiques de Jessica, m'a atteinte d'une manière que rien d'autre n'avait fait. Ils étaient censés m'aimer, ai-je murmuré. Oui, a-t-elle convenu. Ils l'étaient. Et leur incapacité à le faire en dit long sur eux et rien sur votre dignité d'être aimé. Nous avons parlé jusqu'à ce que l'obscurité tombe complètement, la conversation s'écoulant avec une facilité surprenante. Samantha a parlé de sa propre rupture avec une mère contrôlante, de la reconstruction de son estime de soi, de la création d'une famille de cœur parmi ses amis et voisins. J'ai partagé toute l'histoire de la maison, les années de sacrifice, la trahison. Que diriez-vous à un client dans ma situation, ai-je finalement demandé. Je leur dirais que s'éloigner des gens qui vous font du mal n'est pas abandonner ou échouer. C'est un acte d'auto-préservation et, finalement, d'amour de soi, a-t-elle répondu. Et je leur rappellerai qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul. L'un est une circonstance. L'autre est un état de déconnexion que vous portez peu importe qui vous entoure. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi toute la nuit. Le matin, je me suis tenu sur le porche avec un café, regardant le soleil se lever sur le lac. La maison était toujours endommagée, ma famille toujours partie, les batailles juridiques toujours imminentes. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. En regardant la destruction autour de moi, je l'ai soudain vue différemment, non pas comme la fin de mon rêve, mais comme l'opportunité de reconstruire quelque chose qui était vraiment et complètement le mien, non souillé par les attentes ou le sentiment de droit de personnes qui avaient prouvé qu'elles n'avaient pas mes meilleurs intérêts à cœur. Je n'ai pas perdu une famille, ai-je dit à voix haute au matin vide. J'ai perdu des gens qui étaient prêts à me détruire. Et avec cette prise de conscience est venue la première fragile vrille de guérison. La décision de reprendre ma maison et ma vie s'est faite par petites étapes. D'abord, j'ai nettoyé le pire de la destruction, remplissant des sacs d'entrepreneurs de cloisons sèches cassées, de bois éclaté et des restes de ma vision précédente. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans le travail physique, dans le fait de transpirer à travers mon deuil et ma colère plutôt que de m'y noyer. Plutôt que de me précipiter pour tout restaurer exactement comme c'était, j'ai pris le temps de reconsidérer chaque espace. Peut-être que cette violation était aussi une opportunité de créer quelque chose d'encore plus authentiquement mien. J'ai engagé des entrepreneurs pour les réparations structurelles mais j'ai réservé les décisions cosmétiques pour moi-même. Chaque choix de couleur, chaque sélection d'accessoires est devenu une affirmation, c'est à moi. Je le mérite. Jessica a continué à se battre dans la bataille de l'assurance et le procès civil contre ma famille. Ces choses prennent du temps, m'a-t-elle rappelé lors de nos mises à jour. Mais nous progressons. Et Adriana, vous semblez plus forte à chaque fois que nous parlons. Je me sentais plus forte aussi. Après 6 semaines au lac, je suis retourné au travail avec une nouvelle limite fermement en place. Mes week-ends étaient inviolables. Plus de semaines de 70 heures. Plus de sacrifices de ma paix pour les urgences des autres. Le monde a continué de tourner malgré ma disponibilité réduite, une leçon que j'aurais aimé apprendre des années plus tôt. Samantha m'a présenté au centre communautaire du lac, où j'ai assisté à contre-cœur à un dîner partage. À ma surprise, de nombreux voisins connaissaient déjà des bribes de mon histoire par le biais des rumeurs locales. Au lieu de jugement, j'ai trouvé de la sympathie et un soutien pratique. Margaret, 2 portes plus loin, était une maîtresse jardinière qui m'a aidé à ressusciter mes parterres de jardin salé. Jacques, un entrepreneur à la retraite, a passé un samedi entier à m'aider à installer de nouveaux sanitaires de salle de bain à prix coûtant. Les gens du lac veillent les uns sur les autres, a-t-il expliqué avec un haussement d'épaule quand j'ai essayé de le payer. Nous avons tous des histoires. La vôtre est juste plus fraîche que la plupart. Grâce au centre communautaire, j'ai rencontré le docteur Marcus, un thérapeute spécialisé dans la rupture familiale. Nos séances m'ont aidé à comprendre les schémas qui avaient façonné ma relation avec ma famille bien avant l'incident de la maison. Vous avez été parentifié à un jeune âge, a-t-il expliqué, rendu responsable de vos frères et sœurs et de la stabilité familiale d'une manière qui n'était pas appropriée pour un enfant. Cela crée une dynamique où vos besoins deviennent secondaires et invisibles, même pour vous-même. Nous avons exploré les schémas générationnels dans ma famille, le favoritisme montré à Nathan, l'attente que je serai toujours celle qui pourvoit plutôt que celle qui reçoit. Plus important encore,
nous avons travaillé à démêler mon sens de l'identité de mon rôle de gardienne de la famille. Qui est Adriana en dehors de ce qu'elle fait pour les autres est devenue notre question centrale. Trouver des réponses était à la fois terrifiant et exaltant. 3 mois après avoir récupéré ma propriété, j'ai déposé une demande d'ordonnance de non-communication légale contre les membres de ma famille immédiate. La décision est intervenue après une série de messages de plus en plus menaçants de Nathan, des menaces voilées de me le faire regretter pour le procès civil en cours. Jessica a présenté des preuves de harcèlement continu, et le tribunal a accordé l'ordonnance. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez jamais vous réconcilier, m'a assuré le docteur Marcus lorsque j'ai exprimé des sentiments mitigés à propos de cette rupture finale. Cela signifie que toute relation future se fera selon de nouvelles conditions, avec des limites claires et un respect sincère. Ce n'est pas une punition. C'est sain pour toutes les personnes impliquées. Les saisons ont changé, et avec elles, ma maison s'est transformée. À l'automne, les réparations majeures étaient terminées. La cuisine arborait des accents de cuivre chaleureux, rappelant la bouilloire de ma grand-mère, mais avec une esthétique moderne entièrement mienne. Les murs du salon, autrefois vert sauge, étaient maintenant d'un bleu profond et paisible qui changeait avec la lumière tout au long de la journée. Le quai avait été reconstruit, plus solide qu'avant. J'ai rejoint un club de lecture local et un groupe de randonnée le week-end. Lentement, avec hésitation, j'ai commencé à nouer des liens basés sur des intérêts communs plutôt que sur l'obligation ou l'histoire. Ces relations semblaient différentes, plus légères, en quelque sorte dépourvues du courant sous-jacent d'attente qui avait défini mes interactions familiales. Quand novembre est arrivé, j'ai fait face à ma première saison des fêtes seule. Pas de réunion de famille à laquelle assister, pas de repas élaboré à préparer pour des parents ingrats. La perspective était à la fois libératrice et terrifiante. Samantha, sentant mon malaise, m'a invité à rejoindre son Thanksgiving des orphelins, une tradition qu'elle organisait pour des amis sans projets familiaux. La famille de cœur, a-t-elle expliqué. Parfois plus nourrissante que celle dans laquelle on est né. Le rassemblement était chaotique, joyeux et complètement différent des fêtes formelles et tendues de ma famille. Les gens apportaient leur plat signature, racontaient des histoires embarrassantes et semblaient sincèrement apprécier la compagnie des autres. Je me suis retrouvé à rire à m'en faire mal aux côtes, réalisant soudainement que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais ri comme ça lors d'une réunion de famille. Alors que l'hiver s'installait sur le lac, j'ai célébré ma première année de possession de la maison en organisant ma propre réunion. Des amis du travail, des voisins du lac, des membres de mon groupe de randonnée, tous se sont réunis dans la maison qui avait été le théâtre de tant de douleurs mais qui devenait maintenant un lieu de véritable connexion. Debout sur le quai au coucher du soleil, regardant la lumière déclinante transformer l'eau en feu, j'ai senti la présence de Samantha à côté de moi. Sacrée transformation, a-t-elle noté. Autant la maison que sa propriétaire. Je travaille encore sur les deux, ai-je admis, mais j'y arrive. La famille, ce sont ceux qui te traitent comme si tu comptais, a-t-elle dit, faisant écho aux mots qu'elle avait partagés lors de notre première conversation. Il me semble que tu t'es construit une sacrée famille. En regardant ma maison remplie de gens qui respectaient mes limites, célébraient mes succès et soutenaient ma guérison, je ne pouvais qu'être d'accord. Les batailles juridiques se sont finalement résolues. La compagnie d'assurance a finalement payé après le plaidoyer acharné de Jessica. Le procès civil contre ma famille a été réglé à l'amiable, Nathan et mes parents devant payer pour les dommages qu'ils avaient causés. J'ai fait don de la totalité du montant à un refuge pour victimes de violences domestiques, trouvant plus de guérison dans cet acte que je n'en aurais eu en gardant leur argent. Au premier anniversaire de la confrontation au tribunal, je me suis assise seule sur mon quai avec un café matinal, regardant le soleil se lever sur une eau si calme qu'elle reflétait parfaitement le ciel. La douleur n'avait pas complètement disparu, et peut-être ne le ferait-elle jamais. Mais elle s'était transformée en quelque chose de gérable, voire d'occasionnellement utile, un rappel de ma capacité de résilience. Le sang ne donne à personne le droit de voler vos rêves. La vraie famille célèbre votre succès plutôt que d'essayer de se l'approprier. J'ai perdu des gens qui étaient prêts à me faire du mal, mais je me suis trouvé et j'ai construit une communauté qui me valorise. Certains liens familiaux sont destinés à être coupés pour que vous puissiez tisser de nouveaux liens qui vous soutiennent réellement. Avez-vous déjà dû vous éloigner de relations toxiques pour préserver votre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de l'espoir dans mon parcours, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de se choisir soi-même. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne parviennent pas à la voir.